Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va donner la parole. On a pris un peu de retard, mais c'est pas grave, la nuit n'est pas encore tombée. Donc on va donner la parole. Je propose successivement d'abord à Christian Deleuze parce qu'il s'occupe de la France. Et ensuite, ça sera Jean-Pierre Boffy qui s'occupe de l'international, ce qui est très important en termes de part de marché. Voilà. Oui, merci beaucoup. Alors, je m'occupe de la France, c'est beaucoup dire. Je m'occupe de plusieurs sujets qui concernent la France. C'est très bien. Beaucoup de choses ont été dites. Hein, c'est l'avantage de passer en troisième. Je vais essayer de me recentrer. Je vais prendre la casquette donc Association française des pôles de compétitivité. Tout à l'heure, je parlais de Medicel, qui est le pôle central de France. En fait, je préside depuis le mois de juin l'association qui réunit 55 pôles, tous secteurs confondus. Donc c'est le même principe que Medicel, ça favorise ce genre des tiers-lieux de confiance. On fait se rencontrer des académiques, des entrepreneurs, et on essaye d'accélérer la transformation de la recherche académique, toujours bonne, en produits qui seraient bons pour les malades ou bons pour la collectivité. En France, parfois, on est moins bon, surtout quand il faut trouver des sous au milieu. Et c'est très riche d'aller regarder dans d'autres secteurs d'activité ce qui se passe. Alors, je vais essayer de le faire d'une manière qui soit à la fois encourageante et stimulante. La première, c'est que tout le monde compte sur France 2030. On en parle ici parce qu'on est à l'Académie de chirurgie. Puis si on va demain dans l'Académie de médecine, on parlera de France 2030. Et si on va chez Airbus, etc., on va aussi parler de l'innovation qui sera financée par France 2030. Alors l'avantage, c'est que ça met beaucoup de pression sur les gens qui voudraient éventuellement mettre les mains dans la poche de France 2030 pour financer d'autres trucs en période complexe. Mais par contre, j'ai regardé toutes les feuilles de route. Vous pouvez aller voir le pôle mer qui s'occupe de pêche et ou de bateaux, etc. Vous pouvez aller voir sur le pôle qui s'occupe de l'aérospatial. Ils sont tous en train de décarboner, ils sont tous en train de numériser. Ils sont tous, enfin, vous pouvez reprendre et vous retrouvez une déterminante innovation qu'on trouve dans la santé et probablement dans les sociétés que vous allez créer et vous continuez à développer par ailleurs. Donc je disais challenge parce que du coup c'est challenge aussi sur les ressources. Ils veulent aussi des polytechniciens qui savent faire de l'intelligence artificielle. Ils veulent du cloud souverain, mais ils le veulent autant que vous le voulez. Donc il n'y aura pas forcément demain, surtout si on dit qu'il doit être souverain au sens européen, donc à créer, selon des comptes, enfin, si on parle de stabilité à créer. Ils veulent exactement la même chose. Donc voilà, c'est un challenge à avoir en tête dans les développements, mais aussi dans la manière de penser, parce que du coup l'opportunité, elle est dans le fait que ça sera plus facile, je pense, demain de cross-fertiliser, de déterminer des métiers d'avenir comment, parce qu'en effet, du coup, on prévoit des matériaux, on parlait demain de construire peut-être directement avec des matériaux qui seront issus de l'aérospatiale, parce qu'on l'aura pensé depuis le début, ou parce qu'on aura embauché des gens qui en venaient, enfin, je ne sais pas. Il y aura probablement des opportunités aussi qui seront créées par cette convergence, on va dire, qui est amenée par cette pensée commune autour de l'innovation. Alors je ne parle même pas de la donnée, hein, bien sûr tout le monde veut compiler de la donnée. Il y a un nouveau leader mondial dans les tracteurs, je ne sais pas si vous avez, c'est John Deere. Il y a 15 ans ils avaient 5% de part de marché, aujourd'hui ils ont 25%, juste ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont collecté leurs tracteurs et ils ont collecté toute la communauté des gens qui avaient le tracteur. Aujourd'hui tous les autres essaient de faire la même chose. Mais c'est trop tard, puisque la communauté, elle est fondée, et l'antériorité de la donnée, elle existe. Je dis ça puisque vous regrettiez à juste titre que seulement la moitié de ce que vous produisez soit conservé. Vous avez raison. Vous serez à même de construire quelque chose qui a vraiment de la valeur, que vous aurez à la fois la construction du dataset et l'accès pour tout le monde, qui lui permettra de se comparer, et qui probablement un jour aidera aussi à tarifer, du coup, puisque, enfin, c'était très bien dit, je vais le faire en 2 secondes, mais c'est vrai que c'est quand même en regardant un peu plus haut le parcours de soins, le parcours de santé, qu'on arrivera à faire la démonstration de chacun des items. Et Challenge, ça fait 25 ans, je vais même dire à 30 ans peut-être que je me bats pour qu'on fasse péter la fongibilité des enveloppes devienne une réalité. Pour ceux, enfin je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est cette idée que le médicament n'aurait aucun effet sur le parcours des malades dans leur vie de médecine de ville, ou que la médecine de ville, bien ou mal pratiquée, n'aura aucune incidence sur ce qui se passe à l'hôpital, et réciproquement. La bonne nouvelle, je crois que c'est que la donnée de santé et l'ensemble des applications qui vont permettre de sortir les malades vraiment hors les murs demain, parce que vous les opérerez en beaucoup moins longtemps, parce que vous aurez préparé en amont, donc ils iront bien plus vite chez eux, et puis parce qu'il faut, parce que sinon l'hôpital public va exploser, va obliger à redéfinir le partage de la valeur tout au long du parcours de soins, et que
que l'hôpital, pour la première fois depuis les ordonnances de Bray, va peut-être pas être au cœur du dispositif de la manière d'être rétribué pour la valeur qu'il a créée. Aujourd'hui, vous récupérez la valeur même si vous ne la créez pas. Je ne sais pas trop bien, l'inefficience du reste du système vous amène les malades. Donc, d'une certaine manière, vous êtes toujours plein. Mais demain, grâce à tous les outils que vous-même êtes en train de développer, vous allez vider vos dispositifs et vos services. Et donc la question du partage de la valeur qui sera créée par l'ensemble des dispositifs que vous faites aujourd'hui va, à mon avis, nous permettre de vraiment réformer le système. Je ne sais pas comment dire, enfin, ce à quoi on appelle de nos voeux, c'est-à-dire repenser la manière dont ça s'organise. Oui, Florence, je suis d'accord, oui, il faut des grandes plateformes qui permettent de penser très largement le soin. Et voilà, je pense que finalement, c'est les discussions qu'on a aujourd'hui seront celles qui, au-delà de la chirurgie, le médicament, etc., vont permettre la réforme organisationnelle qui, seule, peut nous permettre de penser à 5 ans d'une manière un peu sereine, surtout que nous vieillissons. Donc, on a intérêt à mettre de l'argent dans les hôpitaux, comme disait Coluche, plus que dans les écoles, les uns et les autres. Ou les prisons, je ne sais pas, mais on a en tout cas tout intérêt à ce que l'hôpital se réforme, car on va en avoir grandement besoin. Et puis alors, juste, puisqu'on a évoqué l'accès, tout a été dit, mais juste peut-être une caractéristique un peu étrange, tout ce qui va vers le malade peut, en France, et on s'en enorgueillit pour le médicament par exemple, peut parfois bénéficier d'accès précoce. Et avant, c'était les ATU. On pourrait imaginer où ça existe pour les dispositifs médicaux, mais pour les outils de pratique, ceux que vous inventez en robotique, ça n'existe pas. Peut-être déjà on pourrait essayer de suggérer qu'il y ait une forme d'accès précoce aux outils qui sont utilisés, qui sont entre les mains des médecins, c'est leur dispositif à créer, qui permettent donc d'élargir le cadre de la démonstration de la valeur et de l'usage, ou comme le proposait l'un de mes collègues dans la salle, si l'État n'a pas les moyens de s'offrir ça, qu'il libéralise en tout cas l'expérimentation aux mains des académies et des soignants que vous êtes avec industriels, pour qu'on arrête en effet de perdre du temps sur le développement d'innovation qui sauve des vies ou qui en sauveront en tout cas bien plus encore demain. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Pierre Boffy. Ça fait un peu comme au tribunal, c'est ça? Je suis l'avocat de l'international. Je vais essayer. Chacun a ses constats et les propositions approuvées. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Académie de nous avoir honoré de cette invitation. Donc, je représente une association qui s'appelle French Healthcare, qui a pour ambition de promouvoir l'excellence française en santé à l'international. J'ai été très studieux, j'ai écouté toutes les problématiques que vous aviez, et je vais faire des envieux parce que quand on va à l'international, de travailler ensemble, on y arrive. Dans le public, dans le privé, dans la recherche, dans les medtech, dans la pharma. La particularité de notre association, un peu plus de 320 membres, c'est qu'on a réussi à regrouper un ensemble de l'écosystème qui va de la santé numérique jusqu'au labo pharma, en passant par un certain nombre de medtech, mais également des centres de recherche publics ou des hôpitaux privés. Et il se trouve que lorsqu'on décide de faire cette promotion à l'étranger, tous ces gens-là, en fait, ils travaillent ensemble. Alors pourquoi, dans ce que j'ai entendu ce matin, c'était aussi compliqué de le faire sur notre territoire, je ne sais pas. Mais je peux vous dire, voilà, il y a quand même des perspectives, et à l'étranger, quand on y va ensemble, ça fonctionne. Et la force collective du savoir-faire français à l'étranger est extrêmement, extrêmement valorisée. Les soignants, les fabricants, les formateurs, cet ensemble-là, je pense qu'il n'y a pas, alors je vais être très ambitieux, je ne pense pas qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalent en matière de perception de nos clients étrangers sur la qualité et le savoir-faire français. Ça, c'était pour être très très sérieux et dire simplement que arriver à monter collectivement des opérations qui font briller le savoir-faire, c'est quelque chose qui est réalisable. Je vais essayer en fait de vous faire sortir un petit peu des frontières de notre pays, et ça tombe bien puisque le sujet aujourd'hui c'est chirurgie 4.0, et dans le 4.0 il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire quelque part à partir du moment où on est dans cette dynamique qui est une dynamique numérique, la problématique des limites ou des frontières n'existe pas, à l'exception peut-être de la régulation. Et le paradoxe, c'est qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels nous avons en tant que société française, où cette régulation, elle ne nous embête absolument pas. Et où on peut exprimer
justement toute cette expertise à sa juste valeur, sans les contraintes, parfois on peut avoir à domicile. Donc la chirurgie 4.0, c'est vraiment un des éléments de promotion du savoir-faire français à l'étranger. Et là, je peux en parler pour voyager depuis une quinzaine d'années dans une trentaine de pays très régulièrement. Beaucoup d'hôpitaux étrangers aimeraient avoir des chirurgiens français, aimeraient avoir la technologie française, aimeraient même le système d'organisation que qu'on a tendance à mettre parfois un peu à mal. Quand vous allez dans un certain nombre de pays, et en particulier sur le continent, ils regardent ça avec beaucoup d'envie. Alors je leur dis parfois, oui, on a un système qui est un système d'excellence, un système d'administration. Attention de ne pas recopier tout ce qu'on a fait, parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez aller beaucoup plus vite que nous, et les technologies aujourd'hui leur permettent d'aller beaucoup plus vite que nous. Il y a un certain nombre de ces pays que je visite régulièrement qui sont passés de rien du tout à la 5G. Ils n'ont même pas le problème qu'on évoque de est-ce qu'on a la 5G au 3e ou 4e, non. Et donc eux, ils sont prêts à digérer toutes les technologies, mais aussi tout le savoir-faire qu'on peut leur amener, pas simplement en termes de matériel, en termes d'expertise. Et ici, à l'Académie de chirurgie, je pense que voilà, c'est un peu l'endroit où cette expertise chirurgicale, elle vit, elle survit, elle doit exister. Moi, j'invite également, en fait, tous ces membres à réfléchir, quand vous êtes sur ces problématiques-là, réfléchir en dehors de nos frontières. Là, il y a un niveau de demande, un niveau d'attente qui est extrêmement important, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans le transfert de compétences, que ce soit dans l'amélioration, que ce soit dans l'amélioration des conditions de traitement du patient. Je vous ai beaucoup écouté ce matin aussi, vous disiez la chirurgie 4.0, elle est inscrite dans un ensemble de 4.0, effectivement, de diagnostic et de post-opératoire. Croyez bien que, je vais parler du continent africain, qui est plutôt mon continent de prédilection, ils rêvent de plus de diagnostics, de plus de diagnostics numériques pour éviter, non pas des attentes aux urgences, éviter des morts, éviter des patients qui ne sont pas soignés. Et là, aujourd'hui, à l'heure du 4.0, je pense que nous, Français, on a un rôle à jouer dans le cadre des patients internationaux dans leur pays grâce aux technologies. Et cette mutation que vous avez largement éclairée sur les problématiques qui sont les vôtres en France, je pense qu'aujourd'hui elle prend toute sa valeur quand on décide de quitter notre territoire. Et c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les grandes entreprises, qu'elles soient de la medtech, de la pharma, sur les grands centres de recherche. On a dans notre association des établissements comme le Curie, Gustave Roussy, l'hôpital Foch, l'hôpital américain, qui participent à des programmes de transfert de savoir-faire sur les pays émergents, où là, véritablement, on positionne le savoir-faire français dans des conditions d'exploitation où l'infrastructure n'est pas toujours le point principal. Mais pour autant, je pense qu'on a quand même quelque chose à faire. Et là-dessus, vous l'évoquiez tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, on est vraiment en fait dans des paradigmes, des paradoxes qui peuvent peut-être nous faire réfléchir à ce que l'on fait aujourd'hui chez nous. La façon dont ils arrivent, grâce à la technologie, à atteindre des objectifs patients, doit aussi nous faire réfléchir, nous, ici en France, avec les moyens dont on dispose, comment on les organise, comment on les met en œuvre, comment, monsieur, vous parlez, effectivement, entre le radio, le chirurgien et le soignant d'après. Et c'est vrai que je crois que la chirurgie 4.0 et globalement la santé 4.0, c'est un moment extrêmement important pour arriver à faire en sorte que on ne parle pas d'un spécialiste en cardiologie ou d'un très bon radiologue, mais qu'on parle d'une offre de santé globale, française, qui recoupe l'ensemble de ces savoir-faire. Et bien évidemment, en tant que chef d'entreprise, je vais associer les fabricants de matériel et de dispositifs médicaux, parce que sans ça, comme le disait Laurence ou Frédéric, on peut imaginer tout ce qu'on veut, si on n'a pas les moyens, des équipements pour vous permettre de réaliser ce que vous avez prévu de faire, ça ne marche pas non plus, quoi. Et là aussi, je vais reprendre un peu ce que je vis au quotidien, voir ce que les chirurgiens à l'étranger sont capables de faire avec des moyens qui sont 10 fois inférieurs à ceux qu'on a. Ça devrait effectivement donner un peu de leçons
à ces problématiques que vous avez évoquées toute la journée, de comment on fait pour être mieux ensemble, parce que c'est quand même le chemin. Vous l'avez répété tous, X fois, c'est le chemin pour arriver à passer ce cap, ce niveau 4.0. Je pense que ça ne marchera que si l'ensemble des experts le font ensemble. C'est ma conviction, et je pense qu'elle est encore plus forte quand on va à l'étranger. Voilà pour le fond de ma pensée. Que dire d'autre autour de ce sujet chirurgie 4.0? Effectivement, vous l'avez dit, un diagnostic 4.0, il est la clé de succès de la chirurgie 4.0. Les technologies numériques aujourd'hui permettent, y compris à des chirurgiens au bout du monde, d'avoir à disposition les meilleurs experts français pour les appuyer. Ça veut dire aussi que tout ce qui concerne la télémédecine, tout ce qui concerne le télédiagnostic, on a beaucoup parlé en France des déserts médicaux. Je vous invite tous à venir avec moi dans les vrais déserts médicaux en Afrique, où effectivement, parce qu'on n'a pas ni la ressource, ni l'infrastructure, quelque part, on traite des patients avec les moyens de bord. Cette révolution numérique va permettre à cette patientèle-là d'accéder à un niveau de télémédecine, de télédiagnostic, et j'espère de chirurgie assistée, auquel ils n'ont pas le droit aujourd'hui. Donc, moi j'invite et j'incite l'ensemble des acteurs que vous êtes, qui représentez l'excellence en chirurgie française, à vous impliquer, à être à l'écoute et à accompagner les démarches du type de celles que l'on mène côté industriel, même si je répète, on est une association, parce que je pense qu'on a tout à montrer et tout à faire dans cette excellence française en santé à l'international. Voilà. Je vous remercie.